Vara, c'est un bandit. Vous êtes passé de paresseux à léopard, je comprends pas. Photo de moi ou quoi? Vitinha dort, Vitinha dégage. Bon, eh bien, on arrive à quelques jours d'une affiche du demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, et c'est pas tous les jours non plus qu'on a un invité autour de la table. Et pas n'importe qui, évidemment, bien sûr. Quand on pense à Arsenal, quand on pense à YouTube, on pense bien évidemment à Stan qui est là. Salut Stan, comment vas-tu? Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. Ben voilà, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. C'est assez flatteur et voilà, ça fait plaisir, merci. Tu disais pas habitué quand même, demi-finale, nous ça fait 2 saisons. On commence un peu à prendre nos aises dans le dernier carré. Ouais, enfin bon, on va quand même pas, on va la jouer quand même un peu. Non, voilà. Tu sais comment je suis. On va évacuer tout ça déjà, Stan. On va dire tout de suite que pour une fois, nos équipes sont pas des équipes de tocards, comme t'aimes le dire. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Ouais, franchement, j'ai envie de le dire, et en plus de ça, j'ai suivi votre saison, tu vois, depuis le début, et on a eu l'occasion de jouer ensemble en phase de poule, et j'ai envie de dire que vous êtes passé de tocard à vraiment niveau superstar, quoi, tu vois. Parce qu'en début de saison, on va être honnête, tu vois, il faut pas commencer à faire les malins parce que vous êtes en demi-finale, tout ça, on se connaît, les Parisiens. En début de saison, vous étiez en panique, là, c'était pas Kang Lee-in, là, quand il était en pointe, en faux neuf, là, et que le gars était en train de faire des expérimentations et que c'était pas clair, je me rappelle, vous étiez en panique. Donc, du coup, c'est vrai, il y a eu une grosse évolution et tout. Vous êtes passé vraiment d'une équipe qui était pas trop sûre, où on n'était pas trop sûr, à une certitude aujourd'hui. Donc, ouais, il y a eu de l'évolution. Nous, on baigne dans le tocarisme. Nous, ça fait longtemps on est dans le tocarisme, malheureusement. Mais bon, j'ai espoir que dans les prochaines années, que cette saison, on va réussir à vraiment éviter la saison blanche et aller chercher au moins un titre. Il nous reste juste une chance, c'est la Ligue des Champions, mec. Ouais. Faut qu'on passe par Paris. Mais tu vois, cette humilité là, il essaie de mettre toutes les chances de leur côté. J'ai vu la vidéo avec Willou, il place quand même Arsenal 4e alors que... Non, pas à nous. C'est quoi cette fausse humilité? Les gens, ils ont mis dans les pourcentages Opta, ils ont dit c'était Arsenal qui était quand même grand favori à la victoire finale, devant le PSG, le Barça et l'Inter. Mais bon, on va quand même écouter notre invité. Nous, on est dans l'humilité en ce moment. C'est nous les plus nuls, c'est nous les moins forts. Vraiment, on reste dans notre coin et on attend. On va faire ensemble justement notre 11 combiné, c'est-à-dire entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. On va voir qui a le meilleur 11 en soi et en même temps débattre ensemble ligne par ligne. Mais avant de commencer, c'est quoi justement ton feeling, toi, Stan, à une semaine de la rencontre? Est-ce que t'es serein? Surtout que Arsenal vient de sortir le champion d'Europe en titre, c'est pas rien. Si j'ai envie d'être le plus honnête possible d'un point de vue supporter, tu vois, moi je suis assez serein parce que je me dis qu'on a que ça à jouer maintenant. En championnat, normalement, on devrait sécuriser cette 2e place-là. La Ligue des Champions, quand tu viens d'éliminer le champion en titre, normalement, je pense que ça te donne un boost d'énergie. C'est la meilleure version d'Arsenal de ces dernières années qui va se présenter en demi-finale. Maintenant, oui, c'est vrai que il nous manque quelques joueurs, il y a eu des joueurs blessés importants, donc Gabriel en défense centrale, Kai Havertz en attaque, tu vois. C'est 2 joueurs qui sont très importants. Mais n'empêche, je vois cette année ce que je voyais pas les autres années. C'est vraiment de la solidarité, en fait, un groupe soudé. Le problème, c'est que, en face de moi, j'ai une équipe aussi qui, dans son évolution, est passé d'une équipe individualiste à une équipe soudée. Donc du coup, je me dis, c'est 2 groupes soudés qui vont se taper l'un dans l'autre, et c'est ça qui me stresse réellement, c'est de me dire que autant je pense présenter la meilleure version d'Arsenal, autant je pense Paris va présenter sa meilleure version aussi. Ça serait quoi le 11 d'Arsenal comme ça que tu nous présentes, parce qu'on sait qu'il y a des absents, il y a des suspendus, il y a des blessés. Je pense qu'après le 11 qu'on a mis face au Real Madrid était un très bon 11 de départ. Ce week-end, on a joué face à Ipswich. Il y a eu quelques modifications tactiques. Pourquoi? Parce que Thomas Partey va être suspendu pour ce match aller-là. Il est très important. Mikel Merino joue au milieu de terrain. C'est ce qu'il a fait ce week-end. Trossard en attaque. Et j'ai bien aimé cette animation-là. Merino, comment il s'appelle, Odegaard et puis Rice. Et avec un bijou collectif sur l'un des buts, avec Merino qui, même replacé un peu plus bas, remonte, fait la passe D exceptionnelle pour Martinelli. On pouvait se demander quand même, en l'absence de Thomas Partey qui normalement fait partie de l'équilibre défensif du milieu de terrain, si on pouvait pas retrouver soit un Lewis Kelly, soit Jorginho qui est un peu blessé, il me semble, en ce moment. Contusion ou quelque chose comme ça. Donc ouais, il est out là depuis genre presque une semaine. Il est intéressant, Jorginho, parce qu'il nous permet d'avoir un tout petit peu ce 2e souffle là. On sait jamais. Quand tu joues le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une équipe qui est
Vous courez partout, vous. C'est incroyable, en fait. Vraiment, vous êtes passé de paresseux à léopard. Je comprends pas. Vous courez partout. Ça fera un bon titre, de paresseux à léopard. Pour commencer notre 11 combiné avec celui du PSG, donc nous on peut quand même aussi sortir le 11 du PSG. Sans surprise, il y aura Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense, au milieu de terrain Vitinha, Neves et Fabian Ruiz, et en attaque Kvaratskhelia, Dembélé, et on a, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire Désiré Doué qui sera à la place de Barcola. C'est le seul débat en tout cas qui peut y avoir. Exactement. Si on commence son 11 combiné entre Raya et Donnarumma, tu choisirais qui toi, Stan? C'est assez compliqué cette année, mais mon choix il va sur mon gardien à moi, David Raya. Ça fait 2 saisons d'affilée qu'on est meilleure défense de première ligue. Ça fait 2 saisons d'affilée que c'est le meilleur gardien de première ligue. En fait, c'est aussi simple que cela. Franchement, les 2 dernières saisons, on fait très peu d'erreurs, très solide. Tu peux compter sur lui avec les pieds. Très bon sur sa ligne aussi, des top réflexes. Donc ouais, seul petit bémol, il est nul sur les penalties. C'est là où Donnarumma il est fort en fait, tu vois. C'est là où Donnarumma il est pertinent. Mais Donnarumma a eu une saison compliquée. C'est la raison pour laquelle sur la constance, je pense de toute la saison, je mettrai Raya. Et vous messieurs, vous choisissez qui? Moi, j'irais sur Donnarumma, mais pour le niveau intrinsèque, parce que je rejoins Stan sur tout ce qu'il a dit, et il était même à 2 doigts de me convaincre. Mais, à la fin, effectivement, sur les pénaltys, mais c'est pas que les pénaltys, je veux dire, moi, je justifie les manques, entre guillemets, de Raya sur les pénaltys, parce qu'un mec comme Gianluigi Donnarumma prend beaucoup plus de place dans les cages, et c'est super important pour un gardien. Et en plus de ça, maintenant, il a compris que Donnarumma, qui pouvait sortir, et qui pouvait s'imposer comme étant le roi dans sa surface de réparation. Donc ça lui donne quand même beaucoup plus de crédit et ça lui fait faire beaucoup moins d'erreurs. Après sur le jeu au pied, c'est pas trop dans l'identité du PSG. En tout cas, c'est pas ce qu'on semble demander à Donnarumma. Et il progresse quand même là-dessus, même. Il progresse. Ces derniers temps, c'est mieux. On sait pourquoi on lui demande moins. Parce qu'effectivement, moi, je rejoins Stan là-dessus. Je pense que Raya est beaucoup plus fort au pied que Donnarumma. C'est vraiment le 10e joueur de champ sur qui tu peux compter, notamment à la relance. Mais moi, j'irais sur Donnarumma parce que c'est vrai qu'il fait il y a une saison en dents de scie, à 2 visages, c'est un peu compliqué, mais sur l'année civile 2025, avec la prestation contre Liverpool notamment et contre Aston Villa, moi je pars sur Donnarumma. Bah en fait c'est ça, il faut voir sur quels critères on se base. Si c'est sur l'actuel, si c'est vraiment le moment, bah Donnarumma c'est un acteur majeur de qualification contre Liverpool et contre Aston Villa ensuite. Alors que Raya, bon il y a plus de clean sheet, mais c'est aussi la cage qui est bien défendue. Donnarumma il a eu plus de fulgurance on va dire. Je suis d'accord avec toi, c'est un ensemble chez nous en fait. C'est ça la force de la défense, c'est que c'est pas juste un joueur, tu vois. Donc là, si on doit passer en défense centrale, je suis désolé, je sais pas c'est qui vous avez là. On passe à la défense. Donc, non, on a choisi Donnarumma, je pense ici. En défense entre. Mais comment on tranche Stan. Il aura son 11 de Stan et l'autre 11 Stan et on se met pas d'accord entre supporters d'un club et de l'autre, on peut pas trouver de terrain d'entente. Je ne pense pas, non. Très bien. Et je pense qu'il y a un terrain d'entente pour le latéral droit. Je sais pas. Timber ou Hakimi, toi, Stan? Je pense que je vais mettre Achraf, parce qu'Achraf, il fait une saison juste incroyable. Il y a rien à dire, hein. Sur ce point-là, il faut être honnête. Il fait une saison incroyable. Timber est un excellent défenseur en passant. Il est pas facile à dribbler, en fait, tu vois. Il faut demander aux gars du Real, là, les Vinicius, tout ça, là. Gros gabarit, il est solide et tout. Mais Achraf, de toute façon, il déboule sur les côtés, passeur décisif, lucide, il sait tout faire. Bon, nous, on est d'accord aussi, Hakimi. Même si Timber, je trouve qu'il fait une année 2025 aussi, une vraie montée en puissance et comme tu le dis, contre le Real, moi, il m'avait bluffé. Bon. Hakimi aussi, il fait une très bonne année 2025. Oui, aussi. Alors la défense centrale, effectivement. Bon, Marquinhos, Saliba, je pense que moi je suis pas sûr qu'il y ait de débat. Personnellement, moi je choisis Saliba indiscutablement. Ouais, il y a pas de discussion là. Je sais même pas pourquoi on va débattre sur ça. Je pense que sur ce côté-là, c'est vraiment Saliba. Vous avez vu comment Saliba il a bouffé Mbappé. Mbappé est venu, il a voulu faire passement de temps. Il lui a vraiment mis la main sur l'épaule, genre allez petit frère. Entre Pacho et Kivior, tu choisis qui? Ah, vous avez balayé Marquinhos comme ça, aucun débat. À part si tu veux débattre, hein, si t'as des arguments pour Marquinhos, je t'en prie. Non, surtout que sur l'actuel, bon, il sort pas de la meilleure double confrontation. Enfin, le match aller, il est suspendu, match retour. Il nous a rappelé quelques démons. On va dire qu'il était pas là. Ah, Saliba tous les jours. C'est clair. Bon, allez. Passe gauche. Pacho Kivior. Je pense que le boy Pacho, il est pertinent. Il était très pertinent. Moi, je l'aime bien parce que il a l'air très froid. Il a fait quelques erreurs face à Aston Villa, par contre. Mais globalement parlant, franchement, il y a Pacho, top recrue, rien à dire. Même s'il fait des erreurs, il sauve le but à la dernière seconde. C'est vrai qu'on retiendra ça aussi de la part de Pacho. Agréable surprise. Très bonne surprise et il est froid, effectivement. Et il a vraiment un visage de gentil, mais c'est un joueur méchant. Ouais, complètement. Ce qu'on se dit souvent dans nos jeux de 11 combinés, c'est que c'est actuellement le meilleur central gaucher du monde, derrière Gabriel quand même.
Est-ce que tu confirmes? Ouais, j'ai envie de dire, après, c'est dur de trouver. Après, il y en a d'autres. Il y a les boys de l'Inter, là. Il y a Bastoni, il est pas mal. Mais il y a Gabriel, il est incroyable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il a la maturité. Franchement, c'est un top défenseur. Vraiment dommage, il s'est blessé bêtement en plus. En fait, c'est retour défensif, il courait et hop, ça a lâché. Ça m'a trop énervé. Ça va pas être préjudiciable quand même pour Arsenal, cette absence de Gabriel, surtout même sur les coups de pied arrêtés où il était quand même hyper efficace. Bah écoute, déjà face au Real, on paniquait déjà, on se demandait, en tout cas moi personnellement, je paniquais déjà. Je sais pas pour les autres supporters, mais moi je paniquais parce que j'ai eu des flashbacks il y a 2 ans quand on est dans la course au titre et qu'on perd Saliba qui est très important et que Manchester City gagne le titre, en fait, parce qu'on perd Saliba en Europa League au mois d'avril. Dans cette course-là, on avait joué face à City. On avait été obligé de remplacer Saliba par Rob Holding. Rob Holding arrive face à Haaland et il se fait bouffer, frérot. Franchement, oublie ça. Je dis, c'est pas le même niveau, tu vois. Donc, t'as un peu ce flashback-là en te disant, à un moment donné de la saison, en fin de saison, j'ai perdu un défenseur important et City m'a rattrapé. J'aurais dû être champion. Ça fait peut-être 2 ans que je dois être champion. Malheureusement, j'ai pas de chance et tout. Là, je perds Gabriel, mais bizarrement, Kiwior, face au Real, il a fait un très bon match à l'aller et au retour. Il a été plutôt solide. Moi, j'ai envie de dire que Kiwior, c'est quoi? C'est un Polonais, non? Je pense. J'ai envie de dire que voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Déjà, il est solide et tout. Il est pas si mauvais que cela. Je pense qu'il fait la différence aujourd'hui entre la différence se fait dans la lecture du jeu et dans le placement. En fait, c'est ça aujourd'hui. Parce que si c'est juste le physique, courir, machin, tout ça tout le monde le fait. Mais quand tu joues face à Mbappé, tu joues face à Vini, face à Bellingham qui va rentrer, face à, comment il s'appelle, face à Rodrigo sur l'autre côté, bah, t'as besoin de défenseurs qui sont intelligents, qui savent se placer et se positionner. C'est là la force de Saliba aujourd'hui, tu vois. Mbappé va venir faire son dribble. Lui, dans le positionnement, il a déjà anticipé et hop, il va bien gérer. Aujourd'hui, Kiwior, moi, je pense que cette double confrontation face au Real, on s'en sort bien. On encaisse un seul but. C'est une erreur en plus de Saliba. C'est pas lui qui est fautif. Je pense qu'en termes de boost de morale, ça lui a fait du bien. En plus, en cette fin de saison, on n'a pas le choix. Il enchaîne les matchs. Et en plus de cela, si je ne m'abuse, on n'a pas envie de le garder. C'est ce que j'ai lu. Et donc, on cherche à s'en débarrasser. Donc, mieux il performe, mieux c'est pour lui parce qu'il a envie d'être titulaire quelque part. Donc, je m'inquiète pas trop de la blessure de Gabriel. Je pense que ça va aller. Avant de passer sur le poste de latéral gauche, moi, j'ai l'impression que, dis-moi ce que tu en penses, Stan, et même autour de la table, j'ai l'impression qu'Arsenal, c'est une meilleure défense que même ce qu'on a pu affronter contre Liverpool. J'ai l'impression qu'on est là vraiment sur une des meilleures défenses d'Angleterre, même en l'absence justement de Gabriel. C'est seulement 7 buts encaissés en Ligue des Champions, mais bon, t'en prends 3 contre le PSV où c'était déjà joué d'avance. T'as la bourde contre le Real, mais sinon tu concèdes que dalle. Et un but contre Girona sur la dernière journée où Arsenal était déjà qualifié. J'ai l'impression que Arsenal est une défense encore plus forte que celle qu'on a pu affronter contre Liverpool. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts dans cette double confrontation. J'aime beaucoup ta question parce que j'allais rebondir sur ce que dit Stan sur Kiwior. C'est que je pense qu'aujourd'hui en défense centrale, dans le football globalement, Arsenal encore plus, mais dans le football globalement, quand tu regardes par exemple l'ascension d'un mec comme Koubarsi, c'est pas forcément un monstre physiquement, il va pas bouger ses adversaires directs, mais je trouve en tout cas moi qu'il est très intelligent. Et c'est comme ça aussi que décrivait Kiwior, que décrivait Stan Kiwior, parce que lui aussi c'est pas un monstre physiquement, mais je trouve quand même qu'il est intelligent. Et donc pour revenir sur ta question, est-ce que c'est meilleur que Liverpool? En tout cas, je pense que c'est très différent. Je pense qu'à Liverpool, t'as 2 Golgoth en défense centrale et grand bien leur face. Hein. C'est une très bonne défense, une des meilleures du monde, il y a pas de problème. Mais je pense que dans un football moderne comme aujourd'hui, vaut mieux avoir des défenseurs qui allient aussi le côté intellectuel à leur jeu et au côté physique. Donc la complémentarité d'une défense comme Arsenal, oui, peut causer plus de problèmes pour moi à l'attaque parisienne que celle de Liverpool. Surtout contre Paris. Surtout contre Paris. Bloc bas, on a vu que ça peut avoir ses limites. C'est quoi aujourd'hui quand on parle de Paris, on utilise souvent le mot flèche. Parce que Barcola, parce que Kvara, parce que Doué, etc. et Dembélé. Très bien. Mais moi, je pense que quand en face, t'as des défenseurs qui sont plus intelligents que physiques, ça veut pas dire qu'ils sont pas physiques, mais ils sont plus intelligents que physiques. Saliba et Kiwior, dans la lecture du jeu, dans le positionnement, dans la lecture des trajectoires, je pense que ça peut poser plus de problèmes à des joueurs qu'on appelle flèches. Et flèches et les permutations. C'est de savoir à chaque fois, tu vois, le repère du faux neuf, etc. C'est arrivé tout à l'heure, je le disais pour rigoler, Mbappé, quand il voit que c'est compliqué avec Saliba, et que Saliba lui tape sur l'épaule, il va voir un peu du côté de Kiwior pour essayer de le bousculer, parce qu'il se dit que là-bas ça va être plus facile en Pologne. Sauf qu'au final, c'était compliqué aussi. Faudra être inventif, faudra être fort, faudra être créatif pour se défaire d'un Kiwior Saliba. Stan, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord avec cette analyse?
Non, je suis parfaitement d'accord. En fait, tu vois, surtout par rapport à ce que tu dis, moi, je pense que ce qui m'inquiète le plus avec vous, c'est la permutation. Je vous ai qualifié de caméléon un tout petit peu. C'est comme ça que je qualifie l'équipe du Paris Saint-Germain en me disant que c'est une équipe qui est difficile à jouer parce que tu ne sais pas qui joue où. Et ça, c'est assez compliqué. Surtout quand, dans une équipe, le niveau est presque égal. Tout le monde va très vite là-bas offensivement. Tu rajoutes Achraf Hakimi, ça va encore beaucoup plus vite, tu vois. Donc du coup, quand tu es une équipe comme Arsenal, tu joues le Paris Saint-Germain, il faut garder le ballon, faut pas le perdre, faut presser haut et il faut avoir confiance en soi. Et c'est là où effectivement je te rejoins parce que ouais, c'est là où tu as besoin de défenseurs qui soient intelligents, qui savent se positionner parce que tu peux pas jouer le Paris en ayant peur comme Aston Villa et en reculant. Ça c'est pas Arsenal, je pense pas qu'on va le faire. De temps en temps dans le match, on va reculer, ça nous arrive, mais sinon quand on a l'opportunité de monter sur toi, on va le faire et la ligne défensive va être très très haute. Face au Real, plusieurs fois tu vois, presque les 11 joueurs d'Arsenal dans la moitié de terrain du Real. Nous on essaie de presser le plus haut possible. Declan Rice, il a un seul rôle, c'est de tenir cette ligne-là en disant non les gars, on descend pas, tenez, machin et tout. Donc, je pense qu'on doit vraiment jouer sur ça et pour pouvoir jouer sur cela, il faut que tes gars soient intelligents, il faut que tes gars ne fassent pas beaucoup d'erreurs, il faut qu'en termes de positionnement, ils sachent se couvrir parce que Paris derrière, franchement, vos flèches là, elles arrivent de partout. On parlait de flèches, justement au poste de latéral gauche, entre Lewis Kelly et Nuno Mendes. Tu choisis qui, Stan? Lewis Kelly qui est quand même aussi une des révélations de l'année 2025, surtout à ce poste-là. Ça dépend du rôle qu'on te demande de faire. Lewis Kelly n'est pas comme Nuno Mendes, c'est pas le même type de joueur. Lewis Kelly, c'est un milieu de terrain de formation. Il vient de notre centre de formation. Il a grandi là-bas. Il est là depuis qu'il a 8 ans. Donc, c'est un milieu de terrain. Lewis Kelly, c'est vraiment un milieu de terrain. Du coup, quand tu regardes l'utilisation qu'Arteta en fait, il prend rarement la ligne, en fait, tu vois. Il vient plutôt en support. Donc, du coup, c'est comme dans le temps quand il y avait Zinchenko qui rentrait à l'intérieur un tout petit peu. C'est la même chose que fait Lewis Kelly plus ou moins. Donc on l'a vu face au Real, plusieurs passes. Tu vas voir que le circuit de passes de Lewis Kelly est très Lewis Kelly, Declan Rice, Lewis Kelly, Thomas Partey, Lewis Kelly, Declan Rice, Thomas Partey, Lewis Kelly, Martinelli. Tu vois, c'est ça son circuit de passes. Donc il vient un peu rentrer à l'intérieur. Nuno Mendes, lui, il prend la ligne, il prend la profondeur. Lui, c'est ce que j'appelle un latélier, c'est-à-dire un latéral ailier. C'est le latélier, lui, il est comme Baldé. Il est comme Alejandro Baldé. C'est la même chose, en fait. C'est ce genre de mecs-là. Tu peux compter sur eux parce que tu sais qu'ils ont le volume offensif, le volume défensif. Mais en plus de cela, ils ont aussi j'ai envie de dire, ils sont tranchants, en fait. Ils sont très, très sharp. Maintenant, le petit Lewis Kelly, il faut pas enlever que cette saison, il a marqué beaucoup de buts. Pour un joueur qui joue sa première saison et qui joue dans une position qui n'est pas sa position de formation. Donc, franchement, le choix est dur. Le choix est dur. Mais il faut trancher, Stan. Il faut trancher. Le choix est dur. Non, j'ai envie de mettre le petit Lewis Kelly. Elle a raison. Ce qu'il fait, c'est niveau Rookie of the Year, tu vois. Nuno Mendes, il connaît. Ça fait longtemps, il est là. Franchement, Nuno Mendes, il a tout joué. L'autre, il vient d'être appelé cette année par Thomas Tuchel, là, la dernière trêve internationale au mois de mars. Mais malgré ça, il joue face à Rodrigo, face à pas mal de joueurs dans cette Ligue des Champions. Et depuis le début, il ne nous a pas déçus. Il a tout simplement été à chaque fois incroyable. J'ai envie de mettre Lewis Kelly, ouais, devant. Même si Nuno Mendes a marqué des buts 2 fois et tout. Il a éteint Mohamed Salah quand même aussi. Il a été, non, ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, Mohamed Salah, même s'il fait une saison incroyable, j'avoue. Mais bon, Salah a raté son match complètement. Ouais. On peut dire ça à cause de Nuno Mendes, effectivement. C'est dur, hein. Je sais pas, c'est un choix compliqué. Personnellement, je choisirais Nuno Mendes parce que, bon, alors moi j'adore Lewis Kelly pour le coup. C'est vrai que c'est la révélation, et t'as raison Stan là-dessus, c'est la révélation de la saison, surtout à un poste qui n'est pas le sien. Et Nuno Mendes, j'ai envie de te dire contre City aussi, je crois. Ouais, exactement. Et célébration. Mais Nuno Mendes, je suis plus serein de Nuno Mendes face à Bukayo Saka que je n'ai été face à Aston Villa, parce que j'ai l'impression que dès qu'il a un gros adversaire, il se met en tête d'être concentré défensivement et d'essayer de l'éteindre justement. Il se met dans un truc de on est en 1 contre 1. Il est vraiment dans une méta de il faut vraiment que. Il est un peu à l'image de ce PSG qui a besoin, comme tu le disais en de débat d'Aston Villa, qui a besoin d'être à 100% ou rien. Parce que même d'ailleurs contre Liverpool, Salah, ça se passe très bien. Il sort, t'as Hervé Elliott et il l'oublie. Il switch. Des voilà. connexions. Et je pense pareil contre Aston Villa où au match aller, au début, il se prend l'espèce de chien fou, le bulldog McGinn de plein fouet et parce qu'il le prenait pas comme une vraie menace. Exactement. Alors que Saka, et c'est vrai, on s'est revu
des images d'Arsenal de la saison régulière. Et il fait pas un si mauvais match contre Saka d'ailleurs. Il fait un bon il match offre un contre coup franc Saka. qui ensuite, bon, Donnarumma, il vise pas le ballon. C'est problématique pour un gardien. Mais Nuno Mendes en 1v1, c'était pas si mal. Ouais, c'était bien. Voilà, Alors, d'accord. il y a le milieu de terrain qui arrive là. Et là, on a un premier, Là, compliqué. on a du lourd là. Compliqué, là. On a le Declan Rice face à Vitinha. Mais vous foutez de moi ou quoi? Vitinha dort. Vitinha dégage. Vitinha dégage. Le frérot. Ah ouais, zéro hésitation à ce point. Oh. Un peu de respect. Amoureux de Declan Chep. Non, Declan Chef, mon gars, vous êtes sérieux, vous? Non, mais quand même. On moi- a mis 120 millions. 120 millions sur le frérot. Et il est beau, mais quand même. Vitinha, est-ce que pour toi, il dégage vraiment? Il y a bataille ou c'est comment? Ouais, c'est une question de profil, je pense, mais Vitinha est un très bon joueur, il est excellent cette saison, il dégage une certaine sérénité, mais Declan, c'est pas pour rien que les gars dans le vestiaire, ils l'appellent le cheval. Declan, il fait, lui, il fait de l'équitation, lui, il est pas là pour rigoler avec vous, lui, il passe son temps. Vous avez vu Declan jouer au foot? Declan, il passe son temps à courir, Declan n'arrête jamais. Declan, on est à Bernabeu, 85e minute, c'est lui qui mène les contre-attaques, hein. C'est lui qui mène les contre-attaques, c'est lui qui gère les replis défensifs. Donc Declan, il est incroyable. Ah là là. Physiquement aussi. Moi, je pense que Physiquement, Ouais, il est incroyable. Moi, je l'avais vu, j'avais été à l'Emirates justement pour le match aller. Et alors, vraiment, j'avais été choqué à quel point Declan Rice, j'avais l'impression qu'il était avec ses enfants devant les milieux de terrain du PSG. C'était vraiment Declan Rice avec ses enfants. Surtout au mois d'octobre. Il était impressionnant physiquement et techniquement, et dans la place qu'il prenait au milieu de terrain, je me suis dit, bon, d'accord, ok. Là, c'est vraiment, là, on voit ce que c'est le très très haut du panier européen, quoi, avec Declan Rice. Dans un 11 combiné, je fonce sur Declan aussi. Sans manquer de respect à Vitinha, Non, quoi. sûr, mais non, honnêtement, non. Declan Je Rice, pense que- c'est tout en haut, quoi. Et pense en que plus, Vitinha, c'est c'est- maintenant devenu David Beckham, en plus, donc, En plus, maintenant, il tire des coups francs et tout. Mais non, Pardon, s'il vous plaît. Declan tous les jours. Après, c'est dur pour l'ami Vitinha parce que c'est pas du tout les mêmes registres qu'on demande. C'est pas les mêmes Et registres, c'est Vitinha pas le même dans ce profil, rôle ils ont là pas les mêmes de- consignes. Mais on est rentré dans la comparaison, Ouais, tu fais ouais, le 11 et voilà. surtout voilà, que juste, ça aurait dû être face à Partey de base, mais là, Voilà, comme c'est il est ça. suspendu. Je demande juste un peu de respect pour Vitinha qu'on dégage comme ça, alors qu'il a un rôle un peu ingrat, de métronome comme ça. Bon, d'ailleurs, on l'a vu quand il a été noyé contre Aston Villa, bah, tu reconnais pas ton PSG. Ah ouais, c'est sûr. Et donc, quand le PSG est aussi bon et est passé de paresseux à léopard, comme l'a dit Stan tout à l'heure, c'est aussi parce que t'as un Vitinha C'est qui clair. tient Ouais. bon. Voilà. Donc, un peu de respect pour l'ami Vitinha. Mais juste pour tu finir, choisis genre, Declan Rice. mais j'ai choisi quand même Rice et ce qui fait appuyer ce propos, c'est que contre le Real, je priais tout le match pour qu'il prenne son jaune parce qu'il était sous la menace ouais, d'une c'est vrai. suspension. Et tu vois qu'au début, c'est sifflé penalty contre Kylian Mbappé. Ah ouais, je me rappelle. Je l'ai célébré presque comme un but. On voulait juste le carton. J'ai juste le carton pour qu'il soit pas là. Au final, Mais il s'en pas- sort, il s'en Non, sort c'est vrai. et il cavale tout le match sans prendre son Heureusement. jaune et en calmant en plus les siens. Ouais. Entre Merino Incroyable. et Neves, qui tu choisis, Stan? La vérité, c'est que si je dois être sur la réalité du milieu de terrain, je prends Neves. Maintenant, Merino, c'est juste qu'en ce moment, en fait, c'est que Merino est passé de Merino à Merinaldo, tu vois. Mais concrètement parlant, je prends le boy Neves. Et même d'ailleurs, c'était pour rajouter à votre point. Moi, je pense que si tu m'avais dit, par exemple, la dernière fois, je discutais avec Bilou et lui, il appelait ça Jaotinha parce qu'il disait que c'est juste un joueur pour lui dans sa tête, dans sa conception, genre c'est un seul joueur, tu vois. J'étais comme ce duo là, ben c'est que si c'était on était dans je sais pas moi, dans des bails de Yu-Gi-Oh ou de je sais pas quel manga et qu'il y avait des fusions qui se faisaient et tout cela, je dis ce duo là, ouais, là j'ai aucun joueur en fait pour essayer de battre ce duo là parce que ce duo là est très dangereux. Et je me méfie des petits, là. J'ai toujours dit, les petits qui jouent avec la langue sortie, la langue dans la bouche, là. Genre, je sais pas, vrai il y qu'il a a- un c'est vrai truc qu'il a un là, toc. c'est comme les gars qui mettent les bas super bas. Tu vois, il y a des trucs, il y a des petits délires comme ça, là. vrai. Que depuis qu'on est jeune, là, on sait qu'il y a des Ah, petits, ouais. quand tu vois, tu sais que lui, c'est joué au football. Fais gaffe aux chaussettes de Neves, Kvara. c'est joué au football. Bon, là, je pense qu'il va aller un peu plus vite entre Odegaard et Fabian Ruiz. Ouais, non, c'est franchement, oh, l'autre, s'il vous plaît, quand même. Mais il est bon, Fabien Ruiz, Par hein, contre, Odegaard, mais- de temps en temps, Odegaard, il fait le tocard des fois, quand même, hein. Ouais. Des fois, il fait le tocard, mais c'est un top player. Franchement, là, en plus, sur la double confrontation face au Real, il s'est trop géré. Ouais. Donc, ouais, en cette fin de saison, c'est mon capitaine, en plus, hein, donc, Exactement. Ouais. Odegaard. Odegaard, on est d'accord? On est Ouais, d'accord. Odegaard un peu tocard, mais quand il y a l'adversité en face, Ah oui. il est quasi toujours au niveau.
Est-ce que pour toi, Stan, ça va vraiment se jouer là, la vraie bataille du milieu de terrain, ça va être ça vraiment j'ai envie de dire l'attraction numéro 1 de ce match, là où tout va se jouer, parce que effectivement, je trouve qu'on a deux profils de milieu de terrain qui ont rien à voir. On a quand même un milieu de terrain peut-être, alors t'as moins Partey, mais quand même de base un milieu de terrain un peu plus costaud du côté d'Arsenal, et peut-être avec un milieu de terrain du PSG qui se veut un peu plus technique, à la manière justement, t'en parlais tout à l'heure, de le fameux duo Joe-Tigna, voilà. Mais paradoxalement plus offensif de leur côté. Et même plus si offensif, costaud, exactement. Mais là, c'est plus offensif entre Rice, Merino et Odegaard. C'est vrai que t'as peut-être un milieu plus offensif que ce que pourra proposer le PSG. Entre ces deux styles de jeu, est-ce que c'est vraiment là pour toi que tout peut se jouer ce match? Je pense qu'on va apprendre des erreurs qu'a fait Aston Villa déjà à la base, donc je pense que c'est pour cela que même ce week-end je l'ai vu, effectivement Rice, Merino, Odegaard, c'est beaucoup plus offensif, ça pousse beaucoup plus haut, donc vu que ça joue beaucoup plus haut, Declan Rice, tant qu'il contrôle son milieu de terrain, offensivement il peut apporter. Je pense que ça va vraiment se jouer sur la bataille au milieu de terrain, pas forcément dans l'aspect technique, parce que les deux équipes ont des joueurs très très techniques. En fait, vous êtes très forts, moi je peux pas être là à m'asseoir en disant que les petits au milieu de terrain au Paris Saint-Germain ils savent pas jouer au football. Les petits, quand ils tiennent le ballon, c'est difficile de leur prendre. Je pense que ça va se jouer sur l'aspect intensité, sur les courses à répétition, sur la concentration. C'est sur ces détails-là, je pense que ça va se jouer, parce que aujourd'hui, une équipe comme Arsenal, c'est une équipe qui, qu'on le veuille ou non, on joue dans un championnat intense. Tu vois, la Première Ligue, c'est fatigant. Les adversaires en face, même si des fois, il y en a certains, ils sont beaucoup plus faibles, mais on le voit, en fait, tu peux aller n'importe où dans le championnat et perdre des points. La preuve, Liverpool va être champion. Donc, des fois, nous, je pense qu'on a fait 12 matchs nuls cette saison. Plusieurs fois, on aurait pu aller chercher la victoire. On n'est pas allé la chercher parce que les autres ont été solides, tu vois. Donc, il y a une certaine intensité que tu as l'habitude de mettre, que Aston Villa vous a mis, que nous, on a vu au match retour. Et là, tu t'es dit, mais pourquoi Villa, ils l'ont pas mis au match aller? Pourquoi ils ont eu peur, en fait, à Paris? Pourquoi ils ont venu et ils ont parqué leur bus? Donc, il y a tellement de choses comme ça où je me dis, ouais, je pense que c'est cette intensité-là que je veux voir au milieu de terrain avec Odegaard. Odegaard, vous l'avez vu face au Real. Il court partout, lui aussi. Il dézone énormément. Il touche beaucoup de ballons, en fait. Il est toujours là pour offrir une solution à un joueur qui est sous pressing. Ça fait aussi d'Arsenal une équipe qui est difficilement pressable. Alors que vous, le PSG, vous aimez presser aussi haut. On le voit avec Ousmane Dembélé et puis tout cela. Donc, est-ce que vous allez tenir pendant 90 minutes intensité Première Ligue? Tu vois, vous l'avez fait face à Aston Villa, mais Villa, c'est nos petits. En fait, faut dire la vérité aussi. Liverpool Villa, aussi, c'est ça a nos été petits. fait. Villa, c'est pas Arsenal. Mais C'est nos contre petits, Liverpool, ça a été fait quand même, le pressing comme ça. En match aller, c'était nos petits Liverpool, hein, pour le coup. Même s'ils gagnent à la fin. Ça, par contre. Non, Liverpool, franchement, je sais pas ce qui s'est passé avec Arne Slot. Moi, ils m'ont anormalement déçu là. J'ai vraiment pas compris. C'est pas le Liverpool qu'on connaît. Je pense que nous, on est une opposition beaucoup plus difficile et beaucoup plus structurée, en fait. Je pense qu'on est une équipe très, très structurée. On est presque une équipe très académique. Et c'est ça qui fait qu'on est une équipe difficile à jouer, en fait, tu vois. Donc, ouais, je pense que la bataille au milieu de terrain va être importante, mais vraiment, course à répétition, intensité, contre-pressing, c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment confiance en mon équipe. Et un dernier truc justement par rapport au milieu de terrain avant de passer à l'attaque. Tu penses qu'Arsenal va jouer plutôt comment? Est-ce qu'ils vont essayer est-ce que ça va être une espèce de bataille tactique entre Arteta et Luis Enrique, on en parlait un peu tout à l'heure, ou ça va être à celui qui voudra garder le plus le ballon, essayer de contrôler le match, comme tu l'as dit, c'est une équipe bien organisée, bien tout, donc avec l'objectif de vraiment avoir le ballon le plus possible et d'imposer son jeu, ou est-ce qu'ils vont vouloir justement peut-être un peu plus lâcher le ballon et essayer de partir en contre-attaque? C'est un peu ça la force de cette équipe-là, c'est que durant ces 5 années de Mikel Arteta, on a appris à jouer de différentes manières, en fait. Si tu regardes bien, la dernière fois qu'on a joué face à Manchester City, je pense que c'est le match aller, il y a le carton rouge de Trossard, je pense, et on joue toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, on fait match nul, je pense 1-1, et on tient. On défend. Donc Arteta, il a évolué dans sa manière de jouer parce qu'il s'est rendu compte, j'imagine, que c'est pas tous les matchs que tu vas gagner 4-5-0, que de temps en temps, face à certaines équipes, surtout du Big Six, faut que tu sois capable de tenir ton match. D'ailleurs, je pense que durant les dernières années, on n'a pas perdu, il me semble, c'est ce qu'on disait, je pense qu'on n'a pas perdu face au Big Six depuis très longtemps. En fait. Ouais, sur les 2 dernières saisons. Maintenant, quand on joue face à des adversités qui sont plus contrôlables, là, tu as une équipe qui est capable de jouer en possession de balle et tout. Maintenant, quand on joue dans un grand match, on joue hybride. Et c'est ça la force d'Arsenal un peu, tu vois. Dans le match face au Real, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut voir. On a joué en contre, mais on a joué la possession aussi. Tout dépend tout simplement de la physionomie du match. Et je pense aussi de comment est-ce que les joueurs sur le terrain ont envie de gérer leurs énergies, tu vois. Est-ce que tu as envie de pousser dès le début? Comment tu sens la rencontre? Donc pour moi, on joue Paris. J'ai envie de dire, je pense que
c'est une équipe d'Arsenal je pense que c'est une équipe d'Arsenal qui va essayer de compter sur les faiblesses du Paris Saint-Germain. Donc, du coup, je pense que vous avez des faiblesses déjà au-delà même dans le jeu. Vous avez des faiblesses sur coup de pied arrêté. Donc, je pense qu'on va essayer de profiter là-dessus. Et derrière, on va essayer de vous contrer sur les côtés. On parlait tout à l'heure de Nuno Mendes. C'est vrai, top player. En face, il a Saka. Saka a une particularité que les autres ailiers n'ont peut-être pas, c'est que Saka fuit le dribble. Moi, c'est comme ça que j'analyse Saka. Saka, c'est pas l'ailier, il vient, c'est pas Doku, c'est pas des fois Salah, c'est pas Sadio Mané, c'est pas certains gars qui viennent, ils te regardent, ils essaient de te dribbler, machin. Saka, lui, il fuit le dribble. Saka, regardez, toutes les fautes de David Alaba, c'est quoi? C'est David Alaba, il poursuit Saka. En fait, c'est que lui, il vient devant toi, il a le coup de rein, après il court, et puis tu es obligé de le poursuivre, et à partir de ce moment-là, il a deux solutions. Soit il ouvre, soit il l'enroule. En fait, c'est aussi simple avec Bukayo Saka. Et de temps en temps, il va drop sur son pied droit pour essayer de faire un centre. Donc, c'est un ailier qui est chiant, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi efficace. C'est pour ça qu'il fait aussi autant de passes décisives et tout, parce que lui, il est très pragmatique dans sa manière de jouer, Bukayo Saka, en fait, tu vois. Et en plus de cela, on a un système aussi qui nous permet d'avoir des gars qui collent la ligne. Donc, attention, derrière à Achraf Hakimi, à Nuno Mendes, tu vois. C'est des choses sur lesquelles nous, on peut profiter. Maintenant, dans le jeu, quand tu as deux milieux de terrain aussi forts, j'ai envie de dire, je pense que ça va être du 50-50 en termes de possession, hein. C'est clair. Vous allez avoir le ballon, vous allez vouloir le garder. Quand on aura le ballon, on voudra le garder. Maintenant, comme je dis, c'est pour ça que je parle toujours de concentration, d'erreur. Pour moi, le match, il se joue sur ça. À ce niveau-ci, demi-finale, Paris Saint-Germain, Arsenal, vu le niveau des deux équipes, non, c'est le frérot le plus concentré qui va se qualifier, en fait. Faut pas faire d'erreur. Faut pas que Saliba il déconne comme la dernière fois. Tu veux pas que, je pense Marquinhos à un moment donné, il y a un long ballon d'Aston Villa, il loupe complètement son dégagement, le ballon, il passe entre ces trucs, etc. Et puis il y a le contre, je pense que c'est sur le contre de Asensio ou un truc comme ça, il me semble, mais genre, tu veux pas d'erreur. Je suis complètement d'accord. J'ai une grosse frappe du droit de Saka contre le Real en tête, qui incarne bien ce pragmatisme de Saka. Et même, il incarne aussi le calme qu'a gagné Arsenal par rapport à ces dernières années. Où tu peux te dire, il rate sa panenka, là, son penalty tocard, comme tu l'as dit. Ouais. Et derrière, il a quand même la lucidité de rester dans son match et de marquer avec un petit piqué. Enfin, en tout cas, un geste hyper sûr face à Courtois. Il y a franchement un major respect et la maturité. Les gens, ils oublient, je l'ai dit, il a raté un penalty en finale de l'Euro. Ça l'a beaucoup marqué. Il s'est fait insulter par toute l'Angleterre. Les pauvres, en plus, ils étaient trois noirs à avoir raté. C'est lui, Rashford et Sancho. Je pense que c'était les trois, ils ont raté la finale, face à l'Italie, c'était ça. Ça s'est très mal passé. Il est revenu, ça lui a pris du temps. Il a décidé de recommencer à frapper les penalties. Et c'est notre tireur numéro 1 chez nous, hein. C'est notre tireur de penalty. J'ai vu des gens dire, pourquoi Saka, pourquoi pas d'autres gars pour tirer? J'ai dit c'est parce que c'est Saka qui tire chez nous, c'est lui qui frappe tous les pénaltys et puis voilà. Il a été un peu trop ambitieux sur le coup, mais derrière le sang-froid que ça prend pour mettre finalement le but est iconique à cause du pénalty raté. En fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire merci à Thibaut Courtois d'avoir rendu cette rencontre iconique. En fait, le coup franc de Rice est iconique à cause de Thibaut Courtois. En fait, c'est lui qui a rendu ça iconique. Parce que Thibaut, c'est pas n'importe qui. Thibaut a traumatisé ici mon Sadio Mané en finale de Ligue des Champions avec Liverpool. On était là. Il est trop fort, Thibaut. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Après, petite faiblesse sur les pénaltys. J'ai vu au niveau des stats, 2 pénaltys marqués sur 5 en Ligue des Champions cette saison. Pour Arsenal. Ouais, c'est vrai qu'on en a raté. On en a raté en phase de poule et tout. Écoute, on va espérer ne pas aller au penalty avec vous. Hein. C'est tout. Fallait bien chercher une petite faiblesse criante parce que sinon sur le reste c'est plus compliqué. Je t'ai déjà dit que mon gardien il est nul au penalty en plus. Toi aussi, en plus mes gars ils savent pas tirer. Le gardien il s'est pas arrêté. Laisse tomber. Bon, il faut aller donc au tir au but. J'avais l'image aussi de Raya qui arrête un penalty de Retegui contre l'Atalanta et après il fait double parade. Ouais, quand il met la tête aussi derrière. Ouais. Ça c'était chaud. Ça fait 0-0. Match-là. Alors on va passer aux attaquants. On en parlait justement en attaque, donc le duel Kvaratskhelia-Saka. Ouais, moi je prends Saka any day. Comme j'ai dit, Saka c'est notre gars. En plus Saka c'est vraiment c'est la belle histoire en fait. C'est petit du centre de formation, tout ça. Il a Arsenal dans le sang depuis qu'il est né. Il est parti pour être, je pense, une légende du club. Je souhaite juste qu'il gagne un titre. C'est tout, en fait. Il y a que ça que je lui souhaite, en fait, réellement. Si on me disait demain, Saka, il doit partir, et qu'il partait, par exemple, je sais pas, pour le Barça, le Real, ou un autre club où il était assuré de gagner un titre, je lui dirais pas. Tellement, moi, le petit, je l'aime bien, quoi. Tellement c'est un bon gars, tellement c'est un bon joueur, tellement il est juste toujours joyeux. Vous avez jamais entendu de problème avec Saka. C'est, comme on dit chez nous, he's a good kid, quoi. Tu vois, donc, ouais, top player. Moi, franchement, rien à dire. Vara, c'est un bandit.
Mais bon, c'est un bandit du Napoli, machin, tout ça. Bon, voilà, on connaît Vara. Vara, il baisse ses chaussettes, hein, ça arrive fort à Londres. Pour vous, messieurs, ça serait avec Vara ou Saka? C'est compliqué, je C'est vais laisser dur, hein. Théodore. Non, moi j'irais sur Saka aussi. Saka aussi. Sur j'ai Saka, mais moi aussi. il faut encore du temps pour Kvara. Kvara à Paris. Voilà, c'est Ouais. encore trop récent. Ouais, en vrai, c'est tellement compliqué que je prendrais l'argument Ouais. du temps. Je pense que Saka, il est plus installé dans les grandes joutes européennes et dans les grandes joutes du football Après, européen. Kvara, il est que- capable de gestes individuels qui sont extraordinaires. Oui, On en parlait tout à l'heure. mais Saka aussi. Stage, justement, Saka, il joue la contre PL Aston depuis Villa. un moment. C'est ça, le mec, il est dans le les meilleur finales championnat du monde. de l'Euro. Et rappelez-vous de les matchs aller contre Aston Villa, il est très bon. Kvaratskhelia contre Liverpool, il est très bon aussi. Moi, Le match retour, il est très mauvais aussi contre Aston oui, Villa. c'est vrai, il est catastrophique Yeah. au retour. C'est ça. Saka, il fait partie des joueurs où ça m'effraie de voir qu'il a 23 ans, tu vois. C'est vrai. Ça fait C'est trop qu'il est longtemps encore que très jeune. C'est vrai. qu'il est trop chaud. On entend tellement depuis longtemps, on dirait Qu'il est un tout en PL chaque week-end. Donc voilà. Je pense que vraiment le vrai duel de ce match, on parlait du milieu de terrain, c'est vraiment ce duel Nuno Mendes Bukayo Saka. Vraiment, je pense que ça va être un des points clés de cette rencontre. Entre Dembélé et Trossard, Stan. Non, Ousmane. Ouais. Merci. C'était un test Même s'il coûte cher en d'objectivité. plus, parce que lui, dès que tu le choisis, tu lui dois des montres et tout. Donc Ousmane, il coûte cher en ce moment. Tu vois. Trossard te coûte moins cher. Trossard te coûte moins cher en salaire, il te coûte moins cher en pas mal de choses. Il est moins Ousmane bling-bling. est expensive. Ouais, Ousmane, Ouais. pour le coup, vraiment un des prétendants de Ballon d'Or 2025. Si Paris va au bout dans cette Ligue des Champions, on ne sera pas étonné ici si Ousmane Dembélé reçoit le Ballon d'Or. Énorme contre Liverpool, passeur décisif contre Aston Villa à l'aller comme au retour. Et puis Facteur c'est X devenu de un cette patron, équipe quoi. et il symbolise, tu vois, on parlait du match où on était encore des petits gamins à l'Emirates en octobre, il symbolise vraiment le tournant de ce PSG. Il était pas dans le groupe et aujourd'hui c'est le Facteur X. C'est vrai, j'avais oublié c'est le week-end avant, en fait, qu'il l'avait sorti du groupe. J'avais oublié cette, Non, c'est cette vraiment, affaire-là. c'était C'est vrai pile que- pour Arsenal. Il avait joué juste avant. Et je me souviens le lundi matin, on Ouais, reçoit la ouais. notification, Ousmane Dembélé n'est pas dans le groupe. Ouais, on pensait que c'était une blessure, mais en fait c'était un choix. C'était assez fou. Il a fait le bandit. Ouais, exactement. Dernier duel, Doué contre Martinelli. Intéressant. Non, vous celui-là. pouvez prendre. Comment c'est intéressant? Il y a rien d'intéressant. Ah, parce Martinelli, que- c'est, Non, parce que moi, Martinelli. j'entends beaucoup de gens justement du côté d'Arsenal qui, qui aiment bien Martinelli. Moi, je dis pas qu'il faut pas l'aimer, mais qui aiment bien le joueur en tout cas. Moi, justement, c'est l'occasion d'avoir la référence d'Arsenal. lui, c'est un bandit Qu'est-ce que pour tu le coup. penses de Martinelli? Moi, je pense que c'est vraiment un mec qui n'arrive pas à lever la tête. J'ai vraiment un problème avec ce joueur-là. Moi, je l'ai dit et je maintiens ce que je dis aujourd'hui. Martinelli, c'est un bon joueur. Franchement, il est volontaire. Moi, j'appelle ça des joueurs volontaires. Volontaire, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars, tu peux compter sur lui. Martinelli, aujourd'hui, s'il est dans mon équipe et que Martinelli n'est pas le premier choix à son poste, j'ai aucun problème avec Gabriel Martinelli. Franchement. Parce que je peux compter sur lui. Je sais qu'il va rentrer pendant 20 minutes. Il va être tranchant. Il y a un petit éclair de génie qui va venir. Il va mettre une frappe, ça va rentrer. C'est-à-dire que c'est ça un peu Martinelli, tu vois. Maintenant, dans le football qu'on essaie de prôner à Arsenal, quand tu vois le niveau de l'équipe et la qualité de l'équipe, aujourd'hui, je suis désolé, Martinelli, à mon humble avis, ça ne concerne que moi. Il fait tâche. Pour moi, il fait tâche. Parce que je regarde les gars jouer, je regarde les mouvements des joueurs. Martinelli face au Real. Combien de fois on l'a mis en isolation en 1 contre 1? On est une équipe d'où on joue tac, 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 tac. Changement de côté, isolation 1 contre 1. Ça, c'est de base. C'est Guardiola, il a amené ça il y a plusieurs années. Tout le monde a copié et tout. On met Martinelli en isolation. Mais tu le mets face à n'importe qui, il dribble pas. Tu le mets face à Vasquez, il va pas le dribbler. Tu le mets face à Valverde, il va pas le dribbler. Un ailier qui ne dribble pas n'est pas pour moi un ailier. C'est l'erreur qu'avait fait le Barça quand ils ont recruté Antoine Griezmann et qu'à un moment donné, il jouait sur le côté. J'étais comme Grisou, tu le mets sur le côté pour aller où? Grisou va dribbler qui? Et aujourd'hui, on s'assoit calmement. Au poste d'ailier gauche, Martinelli n'est pas top 5. Ouais, large. Ah oui, non, largement. même Et plus loin. je pousse. Est-ce qu'il est top 10? C'est drôle quand tu parles de Martinelli, j'ai l'impression d'entendre un peu les supporters parisiens avec Fabian Ruiz. C'est un joueur très disponible, qui est là, qui va, mais largement remplaçable, quoi. Tu vois, genre, Dans les, Totalement ouais, tu vois. totalement mon analyse. C'est pas mon bah, football. tactiquement, je suis pas Mais, sûr. Hein. Tactiquement, je suis pas Non, sûr. peut-être que ça Fabien soit- Ruiz est ça plus soit intelligent, ouais, selon moi. dans Après, l'équilibre c'est- demandé par les coachs. C'est des postes différents. suis pas Mais sûr. dans l'analyse globale Mais du oui, dans joueur, l'appréciation, je suis vraiment ouais. comme ça avec Martinelli. Tu vois, Et Fabien Ruiz, pour moi, c'est pareil. C'est C'est dit, c'est vrai, il est que pas top 10, tout ça. Le rendu- Tu vois, Ouais, j'entends Jarvis, vraiment il quand est pas dans j'entends le Stan, top 10 ni quand dans un j'entends top Stan, j'entends 20. les supporters Voilà. parisiens avec Fabian Mais- Ruiz. Mon problème, c'est la capacité à déstabiliser. Ouais. C'est ça qui nous rend trop prévisibles. On joue Saka, Odegaard, Ben White. C'était ça en fait de base. C'est ça le triangle de base. C'est parce que Ben White il s'est blessé, c'est devenu Timber, Saka et Odegaard. C'est ce triangle-là en fait
qu'on n'arrive pas à reproduire de l'autre côté. Parce que t'as pas la même intelligence de jeu de l'autre côté, en fait. T'as pas le même feeling, en fait. Donc, tu es obligé d'utiliser Martinelli autrement, en fait. Et même quand tu l'utilises autrement et que tu veux jouer sur sa vitesse, de temps en temps, il part, il s'arrête, il revient. Il est pas assez dangereux. Aujourd'hui, franchement, donne-moi un Raphaël Leao, donne-moi un machin, donne-moi d'autres joueurs, en fait. Donne-moi des gars qui sont des vrais bandits, en fait. Des mecs que je sais que ils sèment la terreur. Bon, bah là, t'es servi avec Désiré Doué dans le battle. Ah, là, c'est agressif, ça j'aime bien. Que ça soit Doué ou Barcola, tu l'aurais mis aussi devant, du coup. Oui, définitivement. Dernière question justement avant de passer à tes pronos. Est-ce que, à l'image de l'attaque du PSG, c'est-à-dire que Kvaratskhelia, Dembélé avec sa forme ou Désiré Doué là et sa forme exceptionnelle aussi en 2025, est-ce que c'est pas à l'image un peu de l'évolution du PSG entre le PSG du mois d'octobre et celui du mois de avril-mai? Parce qu'au mois d'octobre, Paris arrive avec Dembélé donc absent, Barcola, Lee Kang-in en faux neuf et Désiré Doué, mais bon, qui était vraiment un poussin qui découvrait la Ligue des Champions. Et un nouveau poste match, aussi. Ailier droit. Et ailier droit et un poste où il jouait très rarement. Est-ce que tu trouves pas que même la vision qu'on peut avoir sur le PSG est à l'image un peu de son attaque? Ouais, c'est pour cela qu'en début, je disais que vous êtes vraiment passé un peu de tocard à superstar, parce qu'en réalité, vous avez élevé le niveau. Mais ça, c'est super positif, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, ce qu'on attend d'une équipe. C'est pour ça que je dis qu'on est deux équipes avec des évolutions totalement différentes. Chez vous, tout vous est déjà donné, qu'on le veuille ou non. Vous êtes trop fort par rapport au championnat, peut-être vous allez finir invincible. C'est juste pour dire à quel point en fait vous dominez votre championnat. Par contre, en Ligue des Champions, il y a un sérieux problème. Et je pense que Luis Enrique, dès le début de la saison, tout son travail, c'était d'essayer de trouver la bonne formule, la bonne manière, et aussi d'être aussi dans un travail. Je pense que dans un travail lui très éducatif. Il a essayé avec Mbappé, mais Mbappé il est têtu. Ça l'a pas trop intéressé. Avec Dembélé, ça a peut-être un peu plus pris et tout. Donc la relation, c'est pas une relation de t'es mon meilleur ami, machin et tout, mais c'est une relation professionnelle, machin. Donc je pense qu'ils se comprennent. Donc c'est ça aussi qui lui a permis de pouvoir petit à petit amener cette confiance dans l'équipe. Donc autant en championnat tu domines, c'est facile. Autant en Ligue des Champions, le parcours a été difficile. Et tu sais que le parcours est difficile. Et tu sais que l'année passée, tu aurais dû passer face à Dortmund. Et tu sais qu'en 2020, tu aurais dû gagner face au Bayern. Et tu sais, c'est des choses qu'on n'arrête pas de vous répéter. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que vous arrivez avec la meilleure version de Paris, parce que Luis Enrique arrive avec une version qui est presque aboutie, en fait. C'est sa version à lui, c'est ce qu'il voulait. C'est littéralement ce qu'il voulait. En fait, je ne vois pas aujourd'hui de problème même de poste. Réellement, en fait, tu vois. Genre, il a commencé avec Kolo Muani, il a dit j'en veux pas. Il y a Gonzalo Ramos, il a dit j'en veux pas. Franchement, en fait, lui, il a eu ce qu'il voulait. En fait, aujourd'hui, il peut même pas se plaindre en disant j'ai faim, j'ai machin. Frérot, arrête, t'es en train de grailler depuis le début de la saison, tu fais ce que tu veux. Donc nous, on a accepté cela. Donc, toi, je dis cette évolution-là, elle fait beaucoup de sens, en fait. Dembélé, Désiré Doué, comment petit à petit, il l'a inclus dans cet effectif-là. Il est devenu important. Il a donné un rôle important dans des matchs importants, frappe un penalty important, qui permet à son équipe de se qualifier aussi en Ligue des Champions. Il y a plein de petits facteurs. C'est Luis Enrique. La manière qu'il rassemble son groupe et son effectif, c'est Luis Enrique aussi, tu vois. Donc, c'est des petits détails comme ça, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui va faire la force du Paris Saint-Germain. Encore une fois, individuellement, les gars sont très forts. Tout le monde arrive en forme au bon moment de la saison. Et le coach, il a vraiment tout réussi pour rassembler, en fait, ce groupe-là. Et c'est une osmose qui devrait normalement marcher, hein. Franchement, moi, je vois pas. En fait, même si on vous bat, et qu'on se qualifie, moi je sais que ça sera pas le Real, quoi. Ce sera très dur, hein. Ça va être très dur. Moi, je vois bien le match 0-0-0-0-0. C'est complètement. On va passer là au prono justement avec toi, Stan. Moi, si je peux un peu déjà me mouiller, c'est que je pense que moi personnellement, je pense qu'il y aura pas beaucoup de buts dans ces doubles confrontations, parce que je pense que c'est deux entraîneurs qui se craignent. Je pense que tu as deux équipes extrêmement intelligentes et ça va être une vraie bataille tactique. Et j'ai du mal à imaginer vraiment que ce soit porte ouverte du saloon. Surtout du côté d'Arsenal, et si Paris aura du mal à marquer des buts, je les vois pas non plus à essayer, enfin tu vois, à prendre le risque d'en encaisser. Moi, ce que je dis toujours, c'est sur les deux demi-finales, je trouve que c'est du 50-50 à chaque fois. Je trouve que c'est rarement on a eu des demi-finales aussi serrées, aussi indécises, parce que t'as toujours d'habitude, tu sais, un petit poussé, tu sais, le Borussia Dortmund qui est là, Monaco une année, Leipzig, tu vois, même la saison dernière, on a laissé passer Dortmund, etc. Cette année. Non mais là, cette année, c'est genre honnêtement, t'as les 4 meilleur jeu d'Europe et le 5e qui est Liverpool s'est fait sortir par le PSG. Sinon, t'as les 4 meilleures équipes d'Europe, celles qui proposent, celles qui ont le plus de personnalité dans le jeu, celles qui représentent, qui ressemblent le plus à leurs entraîneurs. T'as 4 équipes qui se basent vraiment sur du collectif et pas sur de l'individualité. Donc,
d'habitude on pourrait tous dire justement comme l'année dernière avec le PSG se dire si Mbappé fait un grand match, Paris peut se qualifier. C'est pas le cas dans aucune des 4 équipes. Donc moi je dirais honnêtement c'est du 50-50. Le cœur va parler, je vais dire le PSG. Mais tu vois, c'est vraiment du 50,5 contre du 49,5 quoi. Vraiment, les gens on voit c'est aussi serré quoi. Après, rendu à ce point-ci, tu vois, là c'est compliqué. Les gars, on est en demi-finale, franchement. Si on n'a pas envie d'aller en finale, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est là durant toute la saison. Donc c'est mort, c'est évident. Moi, c'est sûr et certain que ça va être serré. Je suis d'accord sur le point qu'il y aura pas beaucoup de buts. Mais même face au Real, si vous regardez bien, à l'aller, on gagne 1-0. 1-0. Dans le jeu. Vraiment, c'est Declan, il est venu, il a mis le feu. En fait. Ouais, je suis d'accord. À l'aller, on gagne 1-0. Au retour, on fait 1-1. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la qualification d'Arsenal de manière froide face au Real, tu vois. Au match au retour, fallait que nous, on tienne. La pression était de leur côté. Ils avaient dit qu'ils allaient faire remontada. Ils ont rien fait. Tu vois, ils nous ont beaucoup fatigués, ils ont beaucoup parlé, machin, ils ont fermé leur stade. Nous, on est venus et on a tenu quand même défensivement. Je trouve qu'on a concédé très peu d'occasions. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je vois ça de manière très, très serrée. Et je suis d'accord sur l'argument que je pense qu'il y aura peu de buts et que ça va se jouer. Soit je dis, ça va se jouer. T'as vu le but que Saka a mis? Nous, il nous faut une occasion comme ça. Ah, c'est ça. On n'a pas besoin de, nous, c'est ça Arsenal, hein. C'est ça qu'on met, nous, d'habitude, comme but, hein. Mais comme même le contre but le PSG. Le PSG, honnêtement, tu vois le match aller, Arsenal n'a pas beaucoup d'occasions. Ils profitent des moindres erreurs du PSG pour marquer. Et la deuxième mi-temps, ils font un peu tourner, enfin, ils laissent le PSG tourner. Paris a des occasions, mais pas non plus de quoi vraiment faire trembler. Mais c'est létal, Arsenal, hein. Nous, c'est ça qu'on sait faire, en fait, tu vois. Maintenant, ça dépend. On a joué ici face à Manchester City, on les a tapés avec 5 buts, tu vois, aussi. Donc, on est aussi capable de temps en temps, on est capable de temps en temps de monter le niveau. Mais sinon, dans des matchs très serrés, très compliqués, machin et tout cela, c'est un Arsenal qui vient, qui fait le dos rond et qui tient d'habitude. Et qui tient bien, en plus, tu vois. C'est difficile de nous mettre des buts. Moi, je compte vraiment là-dessus. On n'est pas meilleure défense de Première Ligue pour rien. Notre but, c'est de ne pas encaisser de buts. Après, derrière, tout ce qu'on peut prendre, on va essayer de le prendre. Que ce soit sur des coups de pied arrêtés, sur des machins et tout. Et encore une fois, un mauvais placement, une erreur d'inattention du Real Madrid et ils sont tous spectateurs. Et ça fait des années qu'on maîtrise. Donc, attention, c'est là où moi je me dis, je pense que ça va être un match assez défensif. Ouais. Maintenant, explosif, ça peut être défensif et explosif, hein. Attention, parce que l'Atlético Madrid joue des matchs défensifs, mais super explosifs de temps en temps. Donc, ça peut être explosif aussi. Mais ça va être très tactique, en fait. C'est vraiment, désolé, hein, mais les gars, ils vont être assis, ça va être un jeu d'échecs, machin. Je pense, hein, en tout cas. Mais t'as quand même des facteurs X. Je vois bien un Désiré Doué, tu vois, faire un très gros match, essayer enfin, venir effectivement de la folie, justement, l'explosivité pour tout faire péter un peu les plans de jeu, des mecs comme ça. Peut-être qu'à moins Arsenal, tu vois, c'est pour ça que je mets le PSG un peu devant. Arsenal, peut-être moins ce côté, génial, tu vois, offensif comme un Kvaratskhelia ou un Doué ou un Barcola qui est capable sur une accélération, un dribble, on l'a vu contre City, complètement tout dérangé, ou même Ousmane Dembélé. Ouais, mais derrière, comme vous le dites, c'est plus solide. Donc tu vois, t'as des rapports de force qui s'équilibrent et c'est hyper dur d'en dégager. C'est ça. Après, moi, il y a deux constats entre guillemets que je fais quand je regarde la Ligue des Champions. Ça ne tient qu'à moi. Moi, je pense que Arsenal qui prend pas beaucoup de buts, les chiffres, etc. Tu sais très bien ce que j'en pense. On en a parlé en off. Pour moi, tout ça va à la poubelle. Quand tu joues en demi-finale de Ligue des Champions, en 2017, le Barça avec 1% de chance de passer, ils sont passés. Liverpool, ça faisait 800 ans qu'une équipe française n'était pas allée les taper chez eux. Ils sont allés se faire taper. Tout ça va à la poubelle quand en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je rejoins Stan là-dessus. L'aspect motivation, t'as pas à motiver les 22 joueurs qui sont sur le terrain ce soir-là. Ils veulent aller en finale de Ligue des Champions. Et au-delà des 22 sur le terrain, je pense que les deux clubs veulent leur première Ligue des Champions. C'est clair et net. Il n'y a pas d'avantage sur la motivation. Après, concernant Arsenal, je vais vendre de l'espoir entre guillemets aux Parisiens et passer pour un mec un peu trop sûr de lui du côté d'Arsenal. Mais moi, la double confrontation contre le Real Madrid, j'arrête pas de la relativiser depuis qu'elle a eu lieu. J'ai sauté quand Declan Rice a mis ses 2 coups francs, mais ça reste quand même 2 coups francs. Ça reste un Real Madrid très malade et Arsenal, pour moi en tout cas, j'estime que n'a pas mis une gifle assez suffisante pour me convaincre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Arsenal a fait son taf, Arsenal s'est qualifié, mais pour moi, n'a pas assez bien giflé le Real Madrid pour me faire peur et pour me convaincre qu'Arsenal est devenu cette équipe. Et deuxièmement, il y a ce qui se passe en Première Ligue. Ça fait quand même pas mal de saisons qu'on attend Arsenal titiller un peu plus le champion pour voir prendre le titre. Aujourd'hui, tu te retrouves à 11-13 points d'écart avec Liverpool. Et tout le monde nous dit qu'Arsenal, c'est la saison. Et pendant la saison, t'arrives pas encore une fois à prendre le titre ou à être un peu plus proche de Liverpool et jouer jusqu'au bout. C'est là où moi, je pense qu'il manque un truc et je ne saurais quoi dire à Arsenal pour pouvoir
être grand favori de cette double confrontation contre le PSG. Et c'est pour ça que moi je vois un peu plus le PSG favori, parce que la Ligue des Champions c'est une compétition de momentum. Et dans ce momentum-là, tout de suite, fin avril 2025, je vois le PSG un peu plus en forme qu'Arsenal. Et puis il y a le facteur expérience où Paris fait 4 demi-finales sur ces 6 dernières saisons. C'est pour ça que c'est hyper dur, c'est équilibre. On va voir, que à chaque fois qu'on dit un truc, il y a un truc qui contrebalance. Paris est plus installé. Oui, t'as un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions, Luis Enrique, etc. Et en même temps, tu vois, t'as Arsenal qui arrive dans son projet à plus de maturité que Paris. C'est quoi ton prono, Stan? Nous, on s'est un peu mouillé. Toi, tu vois quoi comme résultat final? On joue le match aller chez nous. Solidité, forteresse. Je pense qu'avec un peu de chance, je pense qu'on gagne le match aller, on fait match nul au parc. Ok. Le strict minimum. Ouais, moi je pense qu'on gagne. Ça peut être 1-0, ça peut être 2-0, ça peut être n'importe quoi au match aller, mais je pense qu'on gagne le match aller et je pense qu'on n'encaisse pas au match aller. Ça c'est mon prono, ça c'est sur ça que je me mouille réellement, c'est que je fais clean sheet à domicile. Ça c'est très important pour moi. C'est la même chose que c'est le même prono que j'avais pour le Real. Je l'avais dit à Riles, je me rappelle tout ça. J'avais dit, faut pas qu'on encaisse chez nous. Moi je veux aller chez vous avec, soit j'ai un avantage, soit on est à 0-0. En fait, moi, j'aime ce genre de match-là, mais je veux pas du tout encaisser. En fait, il faut mettre dans la tête du Real qu'ils peuvent pas marquer face à nous. C'est ce qu'on a fait. Faut mettre dans la tête de Paris qu'il faut qu'ils doutent en fait. Pendant une semaine ou 2 semaines entre les deux matchs-là, faut qu'ils se disent mais attends, Saliba, machin là, comment on va faire pour leur mettre un but? Si on réussit au match aller à tenir, je pense que ça peut marcher. Au match retour, on va récupérer Thomas Partey. Il va être frais et il aime ce genre de match-là. Genre Thomas Partey, environnement hostile, Parc des Princes. J'ai confiance en lui au milieu de terrain, donc voilà. Écoutez, on va y croire, hein, je sais pas. Moi, je vois bien. Laissez-moi arriver. Après, attention au PSG dos au mur, au PSG outsider qui y va sans calcul. Complexe. Voilà. Attention. Passionnant. Est-ce que je peux poser une dernière question? Allez, vas-y. J'en profite, là, j'ai l'impression d'être tu vois, dans mon trajet dans le métro, avec mon podcast, avec Willou et Stan. Donc, ma dernière question, c'était si tu devais prendre un joueur du PSG, ça serait qui? Pour Arsenal. C'est définitivement un ailier pour remplacer Martinelli. Donc, je prends soit Doué ou Barcola. Et je prends peut-être plus Barcola que Désiré Doué. En fait, c'est ça dont j'ai besoin. Parce que dans la construction du jeu chez nous, tout se fait derrière, au milieu de terrain. Devant, c'est termine-moi l'action, en fait. Je ne demande pas vraiment d'être là à faire 35 000 dribbles, machin. Donc, Désiré Doué est efficace. Il a mis des beaux buts, tout ça et tout. Mais Barcola, là, le début de saison qu'il nous a fait, là, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quoi. Il est efficace. Il peut être très efficace, tu vois. Ah ouais, complètement. Bah, c'est le deuxième joueur le plus décisif du côté du PSG. Dans le dernier geste, il a tellement progressé. Par le but, comme tu l'as dit, Stan, mais aussi par la passe. Ouais. Il est meilleur passeur européen en 2025 avec 15 passes décisives délivrées. Et sur la saison, on n'en parle pas beaucoup, toute compétition confondue avec le PSG, c'est 18 buts et 17 passes décisives. Il va quasiment être à 40 buts assists sur la saison. Honnêtement, c'est énorme pour ce joueur. Et encore, tu te dis qu'il peut encore progresser. Très bien, vous pouvez envoyer Saliba dans l'avion de votre côté. On vous donne Barcola, non, on a Doué. Par contre, pour Saliba, j'avais fait la vidéo avec Willou et tout, des trades un peu NBA, là, où on s'était amusé. J'avais dit, moi, pour Saliba, je cherchais Rodrigo, frérot. Alors là, moi, je cherchais du lourd, là. Pardon, Barcola, je cherchais Rodrigo, mon gars. Là, je fais échange Saliba, Rodrigo, je prends. Par contre, on peut faire échange Saliba, Barcola, et peut-être Il va être gourmand. voilà, moi j'aime non, un petit au milieu de terrain, tu vois, un petit Vitinha, un truc comme ça peut Rien faire que ça. C'est quoi cette offre le bon coin là? Saliba, il vaut cher, là. Saliba, c'est top 3 mondial. Je crois que je signe, moi. Bah non. Ah, on est dans le deal ou pas deal. Non, je signe pas. Moi, je signe pas. Merci Stan, en tout cas, c'était hyper cool de pouvoir échanger avec toi. N'hésitez pas, je pense que c'est déjà fait, mais quand même à suivre et à vous abonner à la chaîne les Outsiders de Stan sur YouTube, qui a plus de 300 000 abonnés évidemment, et des gros débriefs. Et je sens que ces débriefs vont bien marcher sur ta chaîne. Le Paris Saint-Germain Arsenal, je sais pas pourquoi, je sens que ça va, il y aura de l'audience. Merci Stan, en tout cas, c'était hyper cool. Et vous voyez le 11 combiné quand même. On a tellement débattu après qu'on en a oublié le 11 combiné. Le concept même. T'as raison. Dites-le dans les commentaires, quel 11 combiné vous préférez? Celui de Stan, il est à l'écran, et le nôtre qui est à côté aussi à l'écran. En tout cas, c'est un des plus beaux 11 combinés qu'on pouvait avoir. Ah oui, clairement. Je pense c'est deux équipes qui se complètent très bien. Je pense si on se met ensemble, on peut aller taper l'Inter ou le Barça tranquillement. Alors, unissons nos forces. Normal. Exactement. Merci Stan. Merci à vous les gars, merci encore, merci à tout le monde. Et puis voilà, comme je dis à chaque fois, la paix, la santé, on se capte très bientôt. Et puis
que le meilleur gagne. Hein. Exactement. Merci. Ciao tout le monde. Bonne journée. Ciao, bon match. Ciao.